Super, merci. Bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop frigorifiés. Là, il fait super froid, donc désolé pour ça. Donc moi, je suis designer industriel de formation. Donc je suis spécialisé dans les nouvelles technologies. Je suis aussi enseignant à l'ENSI et responsable du programme design et biologie. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus après. Et je vais vous parler, faire plus un focus sur mon parcours. Donc j'ai d'abord fait les Beaux-Arts de Rennes. Donc pendant 5 ans, je suis rentré là-bas en 2003. Et je suis vite parti pour deux. Il y a deux choses qui ont été déclics dans le parcours. Donc c'est un jour, je faisais pas mal de photos et j'avais un problème sur mon appareil photo. Et le prof de photo a dit bon bah tu sais Gillian, ça fait 20 ans que je fais plus de photos, je peux pas t'aider. Je me suis dit bon d'accord, ok. Et après je commençais à m'intéresser pas mal aux nouvelles technologies. Et avant de passer à l'année du diplôme, on m'a dit bah en fait on pense que t'es pas forcément dans la bonne école parce qu'on a personne qui va pouvoir t'aider là-dessus. J'ai dit bon d'accord. Donc à partir de ce moment-là, j'ai cherché une école dans laquelle j'allais pouvoir justement développer ces spécificités-là. Et donc j'ai tenté l'ENSI, donc j'y ai passé 4 ans, de 2008 à 2012. Donc moi je suis sorti il y a un peu plus de 4 ans. Et donc j'ai développé un parcours plutôt spécialisé nouvelles technologies, une approche après plutôt design et sciences, et plus spécifiquement design et biologie. Donc on va revenir un peu là-dessus. Donc voilà, vraiment j'ai commencé à... Donc j'avais fait des stages à l'étranger, j'ai travaillé dans des milieux un peu particuliers qui sont le CEA par exemple. Vous voyez un bout du CEA à gauche, donc le commissariat à l'énergie atomique de Grenoble où ils développent des nouvelles technos. Donc ça, j'ai fait ça pendant mon parcours à l'ENSI et j'ai fait mon projet de diplôme en fait en partenariat avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc en Suisse. On va voir un peu le projet de diplôme rapidement aussi après. Mais du coup, j'ai vraiment développé une sorte de positionnement à la frontière entre design et science. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le positionnement pour un designer, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'ai plus les chiffres dans la tête, mais il y a beaucoup de designers qui sortent des écoles tous les ans. Et moi, j'ai eu le cas de figure avec des amis de l'ENSI qui disaient bah, ouais, on a du mal à trouver du boulot aujourd'hui, etc. Et on se rend compte que ceux qui s'en sortent le mieux, finalement, c'est ceux qui ont un positionnement un peu spécifique qui les différencie en fait de tous les autres. Sur des milliers de personnes, qu'est-ce qui va faire on va venir vous voir pour vous proposer un projet? Donc il y a besoin aussi quelque part de se démarquer, et puis en même temps, c'est quelque chose, un métier, votre propre pratique, et il est extrêmement important de se l'approprier et justement de faire quelque chose que vous aimez à partir de ça. Donc à partir de ce positionnement design et sciences, alors il y a plein d'animaux derrière, donc après mon diplôme à l'ENSI, j'ai commencé à monter une équipe. Alors là, il y a Chloé à côté de moi, il y a Mishka qui est en photo, Pierre aussi, et du coup il y en a quelques-uns de plus en plus, donc plutôt spécialisé. Il y a des designers, bio-ingénieurs. Très récemment, il y a Aurélien qui nous a rejoint, spécialisé dans les business models innovants. Donc voilà, on a commencé à monter une petite équipe sympa. Et on travaille pour différents types de clients. Donc ça va de la start-up, par exemple, jusqu'au grand groupe, en passant par les centres de recherche. Donc on a vraiment trois typologies de clients très très différents qui vont nous proposer des projets qu'on a aujourd'hui le luxe d'accepter ou de refuser en fonction de voilà, si le projet nous plaît ou non. Et on a toujours des projets de recherche aussi à côté pour se faire plaisir et justement développer une pratique un peu particulière. Donc comme je le disais, moi ça fait 4 ans que je suis sorti, un peu plus de 4 ans, et donc au tout début j'ai commencé à travailler surtout en fait en France. Et aujourd'hui, on a de la chance du coup de pouvoir s'étaler un peu plus dans le monde. Donc là, on a des projets donc en Europe, un projet en Asie. Donc là, je reviens tout juste de Corée. Donc on travaille avec les Coréens, aux États-Unis aussi, à New York et à Boston. Donc voilà, on commence au bout d'un certain temps justement aussi à s'étaler un peu dans le monde et diversifier nos pratiques. Donc pour aller plus loin sur notre approche, on travaille à 3 échelles dans ce qu'on appelle le biomimétisme. Alors le biomimétisme, j'étais venu il y a quelques années ici rencontrer certains d'entre vous. Je ne sais pas s'il y en a encore qui sont dans la salle aujourd'hui pour parler un peu de biomimétisme à l'invitation de Laurent Grélin, que vous connaissez bien ici.
Et donc la biomimétisme, c'est comment on peut s'inspirer en fait du vivant pour concevoir des innovations durables. C'est la définition contemporaine qui a été donnée par Janine Benyus, qui est une biologiste américaine, qui porte justement cette vision contemporaine de cette approche-là. Et on a quelques exemples ici avec le TGV Shinkansen, le TGV japonais qui est inspiré la forme du bec du martin pêcheur, justement pour économiser de l'énergie et réduire les bruits lorsqu'ils rentrent dans les différents tunnels qui traversent pour relier différentes villes au Japon. Donc on a des exemples architecturaux, des exemples d'écosystèmes, on a tout un tas de choses comme ça. Mais je vais vous parler plus précisément de cet objet-là, mais très très rapidement. Donc cet objet-là, c'était mon projet de diplôme à la base, donc que j'ai réalisé avec Mishka Mello. Mishka Mello, qui est un bio-ingénieur qui a fait le PFL. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rencontrés au début, tous les deux, on entamait notre phase diplôme. Et donc j'étais parti à Berlin avec le directeur de l'EPFL et CalLab. Et il m'a demandé aussi sur quoi mon diplôme allait porter. Et je lui ai parlé de biomimétisme, il m'a dit tiens, c'est marrant, je connais un gars, le PFL, qui a envie de bosser sur la même chose que toi. Sachant que c'est aujourd'hui une approche du design qui nécessite de faire collaboration en fait, avec les sciences, est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec un bio-ingénieur de l'EPFL pour mener à bien ce projet tous les deux, entre design et sciences? Et du coup, on s'est rencontrés, ça a super bien marché. On collabore encore aujourd'hui. Et on a au tout début commencé justement à essayer de voir comment, dans le processus de conception, on allait pouvoir chercher à s'inspirer du vivant pour rendre les objets du quotidien beaucoup plus durables. Donc on a commencé par créer une méthodologie de conception ensemble et à s'accorder sur différentes choses, parce que quand on travaille avec les scientifiques, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent avec des scientifiques, on n'a pas les mêmes méthodologies, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes langages, donc il faut quand même qu'on s'accorde sur énormément de choses. Donc on a mis quand même pas mal de temps à se mettre en place là-dessus. On a créé cette méthodologie de conception pour réinventer les objets du quotidien en s'inspirant du vivant. Et on a travaillé sur un premier objet en fait, pour tester la méthode qui était la bouilloire électrique qui symbolise, on va dire, différentes problématiques environnementales qui sont celles liées à l'énergie, un assemblage définitif des objets, donc on ne peut pas vraiment les recycler, les bouilloires électriques, la question de l'eau, etc. Donc on a recréé après un très très long processus, on a quand même mis 1 an pour créer cet objet-là, donc ça a été très très long. On a créé des centaines de concepts inspirés de différentes espèces pour créer de l'énergie différemment, pour isoler au mieux, donc garder l'eau chaude le plus longtemps possible, etc. Et on a mis en place tout un tas de filtres ensemble, donc un filtre environnemental, un filtre d'usage, un filtre technologique, qu'est-ce qu'on est capable de reproduire pour imiter le vivant aujourd'hui en tant que techno. Et au final, on a synthétisé ces différentes inspirations en un objet qui est la bouilloire Nautile. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est une vue en coupe, donc, qui nous permet d'économiser, de réduire en fait de 80% l'impact environnemental de la bouilloire électrique que l'on a presque tous à la maison. Donc, en travaillant sur l'isolation, donc une isolation maximale inspirée du poil creux de l'ours polaire, du bec de toucan. Aussi l'architecture intérieure inspirée des termitières pour justement réguler les flux thermiques à l'intérieur. Et la question et le nautile en fait aussi qui nous permettent de chauffer que le volume d'eau désiré, donc ça veut dire limiter l'usage d'énergie pour chauffer l'eau par ce système sphérique à l'intérieur. Donc chaque sphère correspond au volume d'une tasse. Et donc on va convoquer que la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer le bon volume en fait, et pas chauffer 1 litre d'eau quand on va se faire une tasse par exemple. Donc il y a eu tout un tas de choses comme ça. Et donc ça a été le premier objet qu'on a commencé à concevoir. Et pendant cette approche-là, on a commencé, donc on avait déjà nos outils, les outils qu'on a cherché à concevoir, qui sont propres à notre pratique. Et ça c'est important aussi, c'est que vous apprenez des outils, vous apprenez des méthodologies à l'école aujourd'hui, mais petit à petit, après, quand vous allez pousser votre recherche personnelle, vous allez devoir réinventer ces outils-là, réinventer ces méthodologies et faire en sorte qu'elles vous soient propres. Donc voilà, et du coup, à partir de cette première échelle qui est l'imitation du vivant, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de limites, et notamment des limites technologiques. On a du mal aujourd'hui à imiter parfaitement le vivant, voilà, donc c'est assez compliqué. Et on s'est dit, pourquoi pas passer à une autre échelle, plutôt que de chercher à imiter le vivant, on va plutôt chercher à collaborer avec le vivant.
pour fabriquer des nouveaux matériaux, des nouveaux services, etc. Et on peut travailler avec la nature, avec des micro-organismes ou des macro-organismes, donc des très très petits organismes ou des plus gros. Et là, je vous donne un exemple de projet sur lequel on a pu travailler, donc qui s'appelle Grodius. Grodius, c'est un processus, un procédé en fait avant d'être un produit, qui consiste à utiliser une colonie symbiotique de levures et de bactéries, donc des micro-organismes, qui vont transformer la matière organique en cellulose bactérienne. Donc, en gros, vous avez une cuve avec un liquide, vous mettez cette colonie symbiotique de levures et de bactéries à l'intérieur, vous lui donnez à manger, vous mettez des déchets par exemple, et elle va, à la surface du liquide, produire en strate par strate, fabriquer une membrane de cellulose qui va pousser. Et cette membrane de cellulose, on peut la réutiliser après. La cellulose, c'est 80% de la matière végétale sur Terre, en fait, de la matière organique sur Terre. C'est assez conséquent. Et on peut en faire plein de choses. Un jour, la collègue Chloé, que vous avez pu voir sur la photo tout à l'heure, a fait un test complètement par hasard. Dans cette solution-là, elle a mis une cuisse de poulet. Et elle est revenue un petit peu plus tard. Quand je dis un petit peu plus tard, c'est 2 semaines après. Et elle s'est aperçue que la cuisse du poulet avait disparu, donc avec l'os aussi. Et donc les bactéries avaient digéré l'os de poulet et la cuisse de poulet pour créer justement cette cellulose à la surface. Et on avait d'un déchet en fait organique qu'on pourrait avoir à la fin du repas par exemple, on est passé à une ressource, donc la cellulose qui avait été transformée par des bactéries à la surface. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, on a pas mal de déchets organiques dans l'habitat, alors à très grande échelle aussi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer créer un objet, une sorte de composteur à la maison qui nous permette de recycler nos déchets organiques pour créer des nouveaux matériaux. Et plus encore, donc on a fait énormément d'expérimentations. À l'époque, j'avais pris une autre bio-ingénieure pour travailler là-dessus, à Kriti Jain, et pour créer justement une base de données de recettes, parce qu'on s'est aperçu qu'avec le vivant, quand on transforme les propriétés du milieu, on va transformer les propriétés en fait, du matériau qui va être fabriqué par les bactéries. Donc on a créé une 50aine de recettes pour fabriquer des matériaux conducteurs, des matériaux isolants, des matériaux cicatrisants pour la peau, etc. Et on a mis au point tout un tas de techniques qui nous permettent justement de contraindre les bactéries à fabriquer cette cellulose-là sous une certaine forme. Et du coup, on a créé un objet que vous voyez sur la droite. Donc à l'intérieur, vous avez un bain avec la bactérie. Vous allez venir mettre vos déchets organiques à l'intérieur. Vous avez une petite application qui va vous guider pour dire, voilà, à partir de ces déchets-là, quel objet tu veux faire pousser chez toi. Donc par exemple, on peut faire pousser des pansements cicatrisants pour la peau. Vous avez un système de moule, ce que vous voyez en bas, et des petits additifs qui vont vous aider à jouer sur les propriétés mécaniques, par exemple, de la matière. Et vous allez mettre vos déchets, voilà, et mettre le bon additif, le bon moule. Et donc, les bactéries s'occupent du reste. Vous n'avez rien à faire, c'est pas branché sur le secteur. Et les bactéries vont fabriquer à l'intérieur des moules des pansements cicatrisants pour la peau qui vont avoir la bonne forme, les bonnes textures, qui vont avoir les bonnes propriétés. Et au bout d'un moment, vous allez retirer le moule, laisser sécher, et vous allez pouvoir utiliser des objets flambant neufs. Donc ça, c'est le genre de projet sur lequel on travaille aujourd'hui aussi. Coup du sort, le gouvernement indien a vu ce travail-là lors d'une visite à l'ENSI. Ils m'ont recontacté pas longtemps après. Et donc là, au mois d'avril, je pars rencontrer ma nouvelle équipe. Donc j'ai une équipe de 8 personnes en Inde maintenant pour tester ça à grande échelle, donc à l'échelle d'une ville. Le gouvernement indien met à disposition une ville pour tester ça avec des déchets agricoles. Et l'idée, c'est qu'on puisse recycler ces déchets-là pour créer une matière, une ressource nouvelle, et du coup aussi inventer des nouveaux savoir-faire, des nouveaux métiers à partir de cette nouvelle matière. Donc du coup, alors là, moi, c'est un gros choc parce que je passe de type de budget, de projet avec lesquels je suis habitué à travailler à vraiment des plus gros budgets. Et gérer une équipe de 8 personnes entre Paris et Delhi et compagnie. Donc il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes au niveau du passage à l'échelle. Troisième type d'approche qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Donc c'est la fabrication du vivant. On va créer des OGM, par exemple, qui peuvent nous rendre des services. Donc l'idée, c'est de prendre le vivant, comprendre le vivant en fait comme un ensemble de fonctions. Par exemple, il y a des micro-organismes, des algues ou des méduses, par exemple, qui font de la lumière, ce qu'on appelle la bioluminescence. Et donc, c'est un gène ou un ensemble de gènes qui sont responsables de cette fonction-là. Donc, en gros, on a un gène est responsable d'une fonction.
C'est un peu plus complexe que ça. Et à partir du moment en fait, où on connaît ce gène-là, on va être capable de le reproduire et de l'intégrer dans un nouveau code génétique qu'on va intégrer dans une bactérie qui va supporter les modifications. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir créer des bactéries, par exemple, qui produisent de la lumière quand il fait nuit. Donc on peut imaginer tout un tas de choses comme ça, mais je vais vous montrer un des projets de mes étudiants là-dessus. Donc c'est les 3 échelles sur lesquelles on travaille. Donc comme je vous le disais, en gros, travailler entre design et biologie, eh ben, ça a complètement transformé ma pratique. Je travaille avec des scientifiques aujourd'hui, je travaille en partie dans des laboratoires avec des ingénieurs, et du coup j'ai dû réinventer mes outils, réinventer mes méthodologies, avoir un lexique commun avec ces gens-là. Et du coup, ça pose énormément de questions qui sont des questions de recherche. Et il se trouve qu'à l'ENSI, grâce à Noémie Le Sartre et Laurent qui ont porté un cours sur l'éco-conception, j'ai commencé à donner des cours justement pour introduire le biomimétisme comme une approche de l'éco-conception, parce qu'on va chercher la durabilité par l'inspiration du vivant. Et j'ai aussi monté un programme de recherche qui s'appelle Design et Biologie, tout bêtement, donc, dans laquelle on pose des questions justement sur les transformations potentielles du design par la convergence entre la pratique du design et la pratique de la biologie. Alors, c'est sciences et ingénierie du vivant, pour être un peu plus large. Et j'enseigne aussi donc, dans différents types de cours. Donc, il y a ce qu'on appelle le studio expérimental. Là, on part du principe qu'aujourd'hui, les ateliers du designer, le designer va travailler avec du bois, du plastique, du métal. Sauf que le vivant est aussi maintenant un matériau à travailler pour lui. Et du coup, qu'est-ce que ça va changer dans nos pratiques? C'est des questions qu'on se pose et qu'on va poser aux étudiants par le biais de ce genre de studio-là. Donc là, c'est une demi-journée par semaine pendant un semestre. Et là, je leur avais donné la colonie symbiotique de levures et de bactéries à travailler. Donc par groupe, ils ont inventé des nouvelles recettes aussi, trouvé des nouvelles applications, etc. Là, prochain semestre, on travaille justement sur les océans et les fonds marins pour justement voir quelles choses magiques peuvent nous enseigner la nature dans ces milieux très très particuliers, justement pour créer des nouvelles applications, des nouveaux objets ou des nouveaux services. Et enfin, je porte un nouveau type d'enseignement, parce que si ça a transformé ma propre pratique, ça transforme aussi les pratiques de l'enseignement, forcément. On ne peut plus enseigner le design comme on le faisait avant pour ce genre d'approche-là. Et du coup, je porte avec des collègues de l'Institut Pasteur un enseignement, c'est du temps plein sur 10 mois à peu près. Donc ils passent même tout l'été à travailler là-dessus. Et pour répondre à une compétition internationale qui s'appelle iGEM, donc c'est un concours de biologie synthétique organisé par le MIT tous les ans. Et l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle une biomachine, donc c'est une bactérie modifiée qui nous permette de répondre à une grande problématique contemporaine. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un nouveau modèle pédagogique qui émerge pour répondre justement à cette compétition-là. Et donc, en étudiant, là, j'avais des biologistes, des juristes, parce qu'il y a des questions de droit, des questions d'éthique, des questions philosophiques qui se posent à travers tout ça, des designers, forcément, des physiciens, des chimistes, etc. Et tous ensemble doivent concevoir une réponse à une problématique qu'ils auront eux-mêmes identifiée. Donc là, le design n'intervient plus en aval comme il a l'habitude de le faire avec les sciences, par exemple. Il intervient complètement en amont, en amenant les méthodologies du design dans le milieu scientifique, mais en même temps pour concevoir aussi la réponse de l'échelle biologique à l'échelle des objets, des usages. Et donc c'est extrêmement intéressant parce qu'ils doivent se former les uns les autres. Mes loulous designers, là, ils étaient en laboratoire en train d'apprendre à faire des manipulations. Ils ont appris le design aux juristes, les juristes ont appris des choses en droit aux biologistes, donc c'était assez intéressant. Et donc là, ils ont travaillé sur la problématique je regarde l'heure quand même, des arbovirus. Donc les arbovirus, c'est des virus portés par les moustiques, type Zika, dengue, chikungunya, etc., qui sont responsables d'énormément de morts par an. Et donc là, l'idée, c'était de créer un patch, donc fabriqué par une bactérie qui est capable de réagir, de changer de couleur en fait en fonction. Si on lui met du sang de moustique infecté dessus, le patch va pouvoir changer de couleur et indiquer quelle maladie est présente, si une maladie présente dans un coin du monde donné. Parce qu'en fait aujourd'hui, on peut difficilement soigner les choses et la meilleure façon en fait d'agir là-dessus, c'est en fait de prévenir les épidémies, en fait, de trouver où sont localisés les virus afin de pouvoir potentiellement déplacer les populations ou traiter en fait très efficacement un lieu donné pour faire en sorte que les moustiques ne puissent pas puissent être éliminés de façon très efficace. Et du coup, pour ça, donc, ils ont conçu cette nouvelle bactérie avec son nouveau code génétique et la bactérie va concevoir un patch sur laquelle on va dire, sur cette zone, tu vas détecter le Zika, cette zone, tu vas détecter le chikungunya, par exemple.
Et tout ça est intégré en fait dans un dispositif un peu plus global. Donc ils ont conçu un scénario d'usage très global. Ils ont conçu un piège à moustiques très low cost pour être mis dans tous les coins du monde. Donc faire une sorte de maillage de pièges. Et on a un système où il y a des opérateurs qui vont venir poser les pièges, récupérer les moustiques piégés. Et ils vont venir dans l'objet que vous voyez à droite, mettre les moustiques dedans, les broyer. Et donc en fait à l'intérieur il y a 4 patchs. On peut mettre 4 patchs qui réagissent à 4 maladies, 4 virus au choix. Et donc le sang des moustiques va passer à travers un système de canaux qu'on va pouvoir tirer par une pompe, la partie jaune que vous voyez le plus à droite. Et le patch va directement changer de couleur si un virus est présent dans ces moustiques-là. Donc après on a une base de données avec une application qui va permettre à l'utilisateur de dire dans cette région-là, voilà, il y a tel virus qui est présent. Et du coup, on va pouvoir faire ça à une échelle mondiale et avoir une cartographie temps réel des arbovirus dans le monde et qui va nous permettre de traiter très efficacement ces problèmes-là. Je ne sais pas si j'ai été très très clair là-dessus. Ça va ? Mais du coup, ce qui est le plus intéressant que le projet, en fait, c'est le projet fonctionne. Hein. Ils ont passé 10 mois, ça marche. On l'a présenté au MIT en octobre dernier. Et il a remporté 4 récompenses. Et en général, les gens qui viennent nous voir, ils nous disent voilà, comment vous avez réussi à faire en 10 mois seulement. Nous, on bosse pour des grosses boîtes. C'est extrêmement complexe. Vous avez une solution qui marche parce qu'elle intègre des notions du contexte dans lesquelles on va mettre ce dispositif-là, la notion de la technologie biologique qu'on a conçue, les objets, etc. Et finalement, une vingtaine d'étudiants avec un nouveau mode justement d'interaction et d'apprentissage du design et autres peuvent créer des solutions qui sont très très pertinentes pour répondre à une problématique contemporaine et qui fonctionnent extrêmement efficacement. Donc voilà, donc en gros l'idée c'est, voilà, vous allez, votre pratique va évoluer aussi au fil du temps, vous allez la construire vous-même. Et il y a aussi des nouveaux modèles pédagogiques qui peuvent vous permettre justement de tester des nouvelles choses, des nouvelles méthodologies qui peuvent être extrêmement importantes pour après. Je voulais terminer par quelques conseils pour bien démarrer. Donc on a un peu parlé de la question du financement, c'est extrêmement important pour un designer. Alors après, vous pouvez choisir d'être intégré, vous pouvez choisir d'être indépendant, tout dépend de comment vous voulez faire. Mais on peut se faire financer par des clients, des mécènes, des bourses de recherche. Il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent exister ou tout un tas de modalités. Et je crois qu'on était plusieurs dans ce cas-là. Au début, je travaillais dans les nouvelles technologies, la moitié de mon temps, parce que dans les nouvelles technos, ça paye quand même plutôt pas mal. Je faisais des objets connectés, je travaillais dans le Quantified Self. Et les sous que je gagnais me permettaient justement d'investir dans mon travail sur design et biologie pendant la moitié de la semaine. Donc il y a des choses quand même intéressantes qui peuvent exister. Quelque chose qui est très important, alors ça c'est d'expérience, la première année par exemple, elle a été un petit peu difficile, le temps de trouver vos clients, de faire votre réseau. Et en fait, il faut être très bien entouré parce qu'on peut être seul. Luce le disait, peut-être il y a des moments de solitude. Donc voilà, il faut en profiter pour créer son réseau, mais en même temps, son entourage est extrêmement important, la famille, les amis, etc. Et le collaborateur. Nous, on a monté une équipe, mais il y a des choses comme ça qui peuvent vous aider aussi à bien démarrer et à lutter justement contre l'isolement parce que ça peut être très très dur. Communiquer, c'est très important. Voilà, il faut que vous ayez après un site internet, finalement, tous les cartes de visite et compagnie, mais c'est ce qui va vous permettre d'être un peu visible aussi. Pas négliger la presse. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'interviens aussi très régulièrement aux Beaux-Arts de Brest, dans la section dans le master design de la transition. Et ce qui est drôle, c'est que pour la petite histoire, c'est qu'en fait, ils ont lu le responsable du master a lu un article dans Télérama sur notre travail. Du coup, dans Télérama, il y avait le lien vers une de mes conférences. Il a regardé la conférence et du coup, c'est ce qui l'a amené en fait à m'appeler après pour venir donner. Donc là, ça fait 2 ans qu'on collabore ensemble de façon très très régulière. Et du coup, il ne faut surtout pas négliger ces aspects-là. C'est qu'un média peut renvoyer à un autre, etc. Et puis finalement, ça peut vous amener énormément de choses. Donc les expositions, forcément, avoir une présence aussi physique. Les conférences, on a eu l'occasion de donner pas mal de conférences. Et presque à chaque conférence, on a un nouveau projet qui arrive. Donc c'est assez important. Plateau télé, documentaire, on a eu la chance aussi d'avoir des très très belles choses. Donc il peut y avoir un impact aussi extrêmement important. Et voilà, les réseaux sociaux, surtout
à ne pas négliger, hein, Twitter, Facebook et compagnie. Finalement, c'est un magnifique outil justement pour rencontrer les gens, vous faire votre réseau, puis en même temps diffuser, communiquer vos projets pour ensuite avoir des projets derrière. Donc si vous êtes dans la bonne génération, normalement vous savez utiliser tout ça. Bon, s'équiper, forcément, il y a un gros investissement de départ aussi à faire. Bon, c'était un petit peu dur au début, c'est que ça coûte cher, ça coûte très très cher. Si vous devez payer aux licences, ça coûte de 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, etc. Les machines, voilà, acheter des imprimantes 3D, vous faire une matériothèque, soit physique, soit vous abonner à des matériothèques en ligne, vous abonner à des revues, acheter des ouvrages, vous faire une bibliothèque, constituer un fonds comme ça pour accueillir pour recueillir un peu de théorie. Donc tout ça, ça coûte très cher. Si vous bossez à l'étranger un peu, il faut tout faire traduire aussi, ça faut y penser. Et en même temps, et au final aussi, on a vraiment un énorme besoin d'avoir du matériel juridique. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a pas appris en sortant de l'ANSSI. Voilà, vous avez besoin, quand vous rencontrez des nouveaux clients, quand vous partagez vos projets, de vous protéger sur la copie, le vol, le fait de ne pas être payé, tout un tas de choses. Donc, signer des accords de confidentialité, déposer des enveloppes solo très très régulièrement. Moi, j'ai un stock comme ça chez moi, prêt justement à être envoyé en permanence. Et une base de contrats spécifiques au design justement que vous allez pouvoir déployer après. Donc il y a tout un tas de choses que vous pouvez avoir avant de commencer qui vont vous permettre, qui vont vous simplifier la vie énormément à la fin. Et vous allez voir, nous on apprend ça sur des années. Et si vous pouvez déjà avoir tout ça un petit peu en amont, ce serait quand même beaucoup, beaucoup de temps de gagner. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout.